Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, donc à ce 4e épisode du séminaire Connaissance de Norline Ferroviaire. Nous allons débuter notre 3e et dernière intervention, notre dernière keynote, donc Fabienne Gillard, qui vient de nous rejoindre. Donc l'État a une place importante dans la recherche. Nous allons le voir dans la table ronde qui viendra juste après. Fabienne, dites-nous comment l'État s'implique, donc au niveau national, mais aussi régional, dans le développement des politiques, mais aussi opérationnellement pour le soutien de la recherche. Eh bien, écoutez, merci dans un premier temps de nous accueillir. D'ailleurs, je suis ravie. En fait, avec Norling, cette invitation correspond à une suite, en fait, à un souhait que nous avions eu envie d'associer recherche et milieu économique et milieu socio-économique. Enfin, pour nous, l'enjeu était de donner connaissance du milieu de la recherche et de l'innovation. Et c'est un temps de partage que nous apprécions grandement. D'abord, dans un premier temps, je ne peux que présenter ma délégation. Alors, donc, du coup, je suis partie prenante d'une délégation qui est la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation Drari, qui est placée sous l'autorité du recteur et l'autorité fonctionnelle du préfet. Nous avons pour mission, en fait, de représenter effectivement l'État dans les domaines qui nous incombent, que sont la recherche, l'innovation et la technologie, mais aussi la culture scientifique et technique, et pour une petite partie l'Europe. On travaille donc en fait à l'interface entre ce milieu académique, qui est représenté souvent par les éléments que vous connaissez, que sont les universités ou les organismes de recherche, et le milieu socio-économique. Et là, en fait, nous faisons la passerelle vers vous, que vous les connaissez mieux que nous. Nous travaillons effectivement dans un cadre général. En fait, ce cadre général, qu'est-ce qu'il est? En fait, c'est d'abord un cadre d'État. C'est le cadre des actions des politiques publiques. Nous sommes orientés et nous avons une stratégie qui est issue du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Nous avons un dispositif, mais comme toute entité ou comme toute entreprise, hein, nous avons un cadre général d'action. Le premier cadre est un cadre contractuel, et je pense qu'en fait, même à des industriels, il va parler. C'est-à-dire que nous ne vivons pas dans un environnement fermé, nous travaillons dans un environnement beaucoup plus général et qui nous souhaitons vous porter à connaissance. Je pense que vous verrez qu'effectivement, il y a des liaisons avec d'autres types de domaines et d'autres types de vocabulaire. Le premier cadre stratégique est bien sûr le cadre européen, qui est connu sous le nom de Europe 2020, qui demain s'appellera Horizon Europe, ou encore les politiques de cohésion. Et en fait, là, il y a des petits mots comme FEDER, FSE, Interreg. Donc, je pense que c'est des petites notions qui peuvent parler aux personnes. Au niveau national, nous avons la stratégie nationale de la recherche, la SNR, aujourd'hui, qui fixe en fait les grandes orientations vers lesquelles la recherche doit aller. Euh, dans la structuration, nous avons également fait ce qu'on appelle des politiques de site, c'est-à-dire une restructuration de l'ensemble des établissements qu'on va retrouver dans les régions. Là, la dernière, la plus connue, est liée à la LPR, la loi de programmation pour la recherche, où désormais en région, nous aurons 3 grands sites qui vont en fait marquer l'espace géographique de la recherche en région. Des mots que vous connaissez peut-être, l'IRT parlait, Rallium parlait de Valenciennes tout à l'heure. Aujourd'hui, en fait, nous avons une entité, un établissement expérimental qui est l'UPHF, qui est situé à Valenciennes. Ou encore, bon, comme on est juste à côté, l'Université de Lille qui tend vers un établissement expérimental. Au niveau régional, nous avons une stratégie de recherche. Alors, c'est la stratégie de recherche intelligente, c'est la S3, qui va orienter les actions, qui va orienter également l'entrée des fonds structurels européens pour le FEDER. C'est aujourd'hui une clé d'entrée forte. Alors, elle est importante pour les entreprises, pour les structures. Elle est aussi importante pour la recherche, parce qu'aujourd'hui, on regarde justement pour une meilleure association entre recherche et milieu socio-économique, dans quel domaine la recherche pourrait tendre pour les S3 pour permettre, entre guillemets, les mêmes meilleures associations ou mariages entre le milieu académique et le milieu économique. À cet aspect contractuel,
partie contractuelle se joint une programmation d'État. En termes de recherche, c'est une contractualisation pour les établissements d'enseignement supérieur. Il y a une signature d'engagement et des financements qui sont joints sur une durée assez longue, ou encore la programmation du plan d'investissement d'avenir. Le plan d'investissement d'avenir touche aussi la recherche. Ça représente, peut paraître petit sur le fret ferroviaire, nous on en est ravis. C'est quand même un budget de 57 milliards d'euros qui avait quand même été desservi à la recherche et à l'innovation, qui était quand même une très belle poussée française et qui nous permettait de trouver des niveaux comme l'Allemagne. Donc c'était pas non plus neutre. En quelques chiffres, juste pour vous situer, je vais vous donner un niveau un petit peu plus élevé que la région. La recherche française, c'est le 5e rang des pays de l'OCDE. On oublie parfois de communiquer sur quand même nos qualités. Donc, on est 5e rang des pays de l'OCDE pour l'effort de recherche. On est au 6e rang pour les publications scientifiques. On a eu 8 prix Nobel. Donc, ouais, c'est des choses quand même qui sont possibles. Et c'est aussi 12 000 docteurs. Donc, ça vous donne un peu de liaison. En termes d'effectifs au niveau national, c'est 432 000 personnes, dont 40% du public. Et donc, quand je vous dis 40% du public, il y a 60% du privé. Donc, la recherche et le développement se fait aussi bien dans le public que dans le privé. L'important, c'est que le développement économique et la croissance de la France montent en puissance. Pour les Hauts-de-France, si je fais un petit focus sur la région, les chercheurs, c'est 5400 hommes et femmes du public, et pour le privé, c'est 4500 personnes. Si je m'arrête plus sur l'enseignement supérieur et la recherche dans la région, c'est 230 000 étudiants. Donc ça aussi, il faut le savoir, c'est un potentiel de force, un potentiel de compétences sur lesquelles entreprises, secteurs de services peuvent s'appuyer à un moment donné. En termes de production scientifique, la région est au 7e rang, ce qui est quand même pas mal, alors qu'on a un effectif un peu restreint. On a des petites spécialités qui pourraient peut-être vous servir. Spécialisation en mathématiques, en sciences de l'ingénieur, en chimie ou en sciences humaines et sociales. Je donne l'ensemble de la déclinaison, on pourra aller plus loin, mais il y a à peu près 150 laboratoires, donc on ne va pas tous vous les citer. Par contre, c'est vrai que dans la notion de système nodal, j'ai entendu de Fred, j'ai entendu la notion d'intelligence artificielle, elle est incontournable. Il existe la notion des technologies qui est aussi incontournable. Il y a d'autres dimensions qui sont les gestions humaines, la connaissance environnementale. On sait qu'en 2022, la France va être point d'entrée de la notion d'environnement au niveau de l'Europe. Ces notions-là, ces connaissances, ces savoir-faire, vous les avez dans les universités et dans les organismes et vous pouvez y faire appel. Un ensemble d'établissements auxquels vous allez pouvoir faire appel, 7 universités dans la région, 7 établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de technologie dans la région. Nous avons 10 organismes présents. Vous avez le CNRS qui va intervenir, vous avez l'IRIA qui va aussi intervenir tout à l'heure. Et on a aussi 25 grandes écoles, écoles d'ingénieurs qui sont aussi dans l'enseignement supérieur, quelque chose de haute qualité, auquel, en fait, il y a une association ou qui peut être fait sur la partie recherche et innovation avec vous. Là, c'était le cadre général, parce que comme tout à chacun, quand vous développez des actions, vous avez un cadre de politique et de contractualisation. On a bien sûr aussi des dispositifs. Alors, quels sont les dispositifs? Je vous ai parlé du PIA tout à l'heure. Pour la partie recherche, en lien avec le PIA, depuis un an, on a ce qu'on appelle le PIA 4 qui a été lancé. Ce PIA 4 a 2 notions. La notion d'infrastructure qui va pousser au développement de la recherche et du développement. Et la deuxième partie est le numérique. Ce PIA 4 derrière, c'est quoi? C'est un ensemble d'appels à projets qui va être transmis et auquel, en fait, les chercheurs devront répondre et, en fait, pourront répondre avec des industriels. De plus en plus, dans les projets qu'on déposés pour avoir des financements, on va demander 20% d'industriels. Donc, de la même manière que les industriels, je pense, ont besoin d'une interface ou peuvent avoir une interface avec les chercheurs pour avancer dans leurs projets, de la même manière, aujourd'hui, recherche et innovation ont besoin de partenaires industriels pour répondre à ces AAP.
Autre dispositif sur la partie recherche, c'est les appels à projets qui sont développés par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Elles peuvent être blanches ou thématisées. Juste pour vous porter à votre connaissance, l'année dernière, nous avons répondu en collaboration avec un projet collaboratif signé entre des universitaires et des industriels, des dépôts sur un dépôt à d'ANR. Et en fait, on a obtenu le premier niveau, on attend le second. Donc voilà, c'est des choses qui sont à faire en concertation. Dans les dispositifs, on a bien sûr un ensemble de structurations qui sont dédiées, où là, vous allez avoir vraiment des professionnels par filière. Hein. On a les centres de diffusion technologique, donc les CRT, les centres de ressources technologiques, ou les CDT, les centres de ressources et les CDT, les centres technologiques. D'un côté, vous pourrez avoir de la prestation, de l'autre côté, vous pourrez avoir des diagnostics, mais vous avez aussi l'IRT qui vous a été fait présenter tout à l'heure. IRT Rhélénium est labellisé par l'État dans ses prospectives. Un domaine qui n'est pas très proche du vôtre, mais qui pourrait attirer votre curiosité. Nous avons un incubateur de recherche publique en santé. Nous avons des plateformes comme le CEA Tech ou la plateforme Myriad Tech, et bien sûr, incontournable, les pôles de compétitivité. Dans votre secteur de transport, on va dire au sens large, hein, qui constitue un moteur majeur de l'innovation régionale, nous avons bien sûr le pôle de compétitivité France et l'IRT Ranium, qui sont en fait des interlocuteurs incontournables. Pour vous faire un petit focus sur un objet type de dispositif auquel nous on porte attention et qu'on porte à votre connaissance, c'est les CIFRES. Alors, qu'est-ce que les CIFRES? La CIFRE est une convention industrielle de formation par la recherche. Son intérêt, elle est double. Le premier, c'est de placer les doctorants dans des bonnes conditions de recherche scientifique. Le deuxième est de concourir au développement de la recherche partenariale entre les entreprises françaises et les laboratoires français et étrangers. Pratiquement, c'est un dispositif qui a été créé par le MESRI, ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et géré par une association nationale, la NRT, pour les gens qui ne la connaissent pas, et où nous, en tant que DRARI, nous apportons notre expertise. En région, il existe 81 doctorants, doctorantes, dont 57 travaillent dans un laboratoire de la région et 24 dans une entreprise de la région, qui font appel à ce contrat de collaboration. Ce contrat de collaboration, on va répartir sur un objet donné qui a été défini entre l'industriel, le doctorant et le milieu académique, un objet d'étude. Ils vont répartir le temps imparti, un temps dans l'entreprise, un temps dans le laboratoire, la propriété intellectuelle, la question des brevets. Ça donne lieu à un contrat de travail rémunéré par l'État, c'est important de le savoir, à hauteur de 23 484 €. Pas rien, financement 3 ans. Il permet aux chercheurs de réaliser sa thèse, parce qu'on est bien là sur l'objet d'une thèse qui va être fournie et produite, qui sera effectuée en entreprise en menant un programme de R&D liant un objet d'entreprise et un laboratoire spécialisé dans la question potentielle qui pourrait répondre à l'entreprise. Pour nous, ce sont des moyens de renforcer cet espace de partenariat, mais c'est aussi de créer de la valeur à l'emploi ou encore d'accroître la compétitivité de chacun dans l'espace. Ouais, c'était pour vous donner un petit exemple d'éléments. Je dirais que par le biais de ces dispositifs ou outils, en termes de recherche, au niveau de ce que nous on souhaiterait, c'est de travailler, qu'on fait au mieux, on va aller un peu plus loin, de travailler à accompagner les établissements, parce qu'on accompagne aussi les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche à être plus visibles sur le plan national et international, parce qu'on est dans un espace de compétition. Il s'agit de continuer cet enjeu de l'excellent. Nous avons des pépites en recherche que parfois on ne connaît pas ou qu'ils ne se montrent pas assez, sur la base de réussite de projets. En termes d'innovation, il suffit de mieux partager le potentiel des établissements, les besoins et les potentiels des entreprises, mais de façon contractualisée. L'idée, c'est de dire on va travailler ensemble sur un produit donné avec un financement abouti
et ça va donner le meilleur partenariat possible pour la région, pour les partenaires, bien sûr, ça c'est clair, hein, c'est du jeu gagnant-gagnant, pour la région, mais aussi pour notre visibilité et notre attractivité en termes d'économie et de compétitivité au niveau national et européen. Voilà, c'était pour donner un cadre. Et voilà une petite question qui arrive. Merci Fabienne pour ce panorama. Une dernière question. J'ai la chance d'avoir le micro avec une réponse courte. Donc, vous avez signifié que toute la richesse en termes de recherche et d'innovation, c'était un élément essentiel de compétitivité et de développement économique. Donc demain, que prévoyez-vous pour renforcer le partenariat public-privé? Alors, demain, en fait, on va dire quelques éléments d'entrée. C'est d'abord accroître la visibilité de la recherche dans la région. Donc, c'est-à-dire de mettre à donner ces objectifs. Il devrait y avoir en France 15 pôles universitaires d'innovation où, en fait, seraient concentrés sur l'échelle d'un site les universités, les organismes, les SAT et les incubateurs ou IRT pour permettre ce développement qui permettrait en fait aux industriels d'avoir une porte d'entrée. On imagine que ça va peut-être les aider et les faciliter. Création de start-up. Au niveau national, l'objectif est de passer de 160 à 500 start-up en 2030. Donc, ça sera des soutiens, des financements pour y arriver. Des chaires industrielles qui seront financées par l'ANR. Donc là, c'est une association directe avec le milieu socio-économique, ou peut-être des choses que vous connaissez déjà. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle les LabCom, c'est-à-dire des laboratoires publics-privés, et bien sûr toujours un soutien à des structures qui fonctionnaient bien, comme les pôles de compétitivité ou les instituts Carnot. Eh bien, encore merci Fabienne pour ce témoignage et pour ce panorama qui nous éclaire. Et une pause, je vous retrouve dans quelques minutes pour la troisième et dernière table ronde de cette matinée. Écoutez, merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Merci Fabienne.